TV, la télé de proximité. Bonjour chers internautes, téléspectateurs et téléspectatrices, c'est encore un grand plaisir de venir là dans votre télévision Pikine TV, la télé des grands événements, pour votre émission Connexion. Donc ces temps-ci, vous avez constaté qu'on n'a pas fait d'émission, donc c'est à cause des élections qui s'est passées ici au Sénégal. Donc c'était bien de préparer, pour mieux préparer notre retour. De ce fait que vous tous vous savez que ces temps-ci, ce qui anime la vie de nos jours, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, de ce fait que beaucoup de personnes pensent que c'est seulement une guerre entre ces deux pays, alors qu'on est loin de là. Sans plus tarder, nous avons un invité qui va nous éclaircir et nous expliquer l'histoire entre ces pays et pourquoi cette guerre ne va pas rester seulement entre ces deux pays. De ce fait qu'on va laisser notre parole à... Merci d'avoir fait confiance à ma modeste personne et de me donner l'occasion aussi de m'exprimer sur un conflit, je vais dire, pour l'instant entre deux pays, mais qui a un écho international parce que chaque jour, toutes les télévisions et tous les médias dans son ensemble parlent donc de cette guerre. Bon, et pour comprendre cette guerre, je pense qu'il est nécessaire de faire l'historique entre les deux pays, mais l'historique aussi des relations internationales entre les pays d'Occident et aussi la Russie. Ça permettrait à tout le monde du moins d'avoir ne serait-ce que quelques éléments pour comprendre l'origine de cette guerre. Et je vais juste commencer par le commencement. Donc les relations entre les deux pays. Identifier le pays russe et aussi le pays ukrainien. Et ceci remonte de très loin. Les deux pays, depuis tout le temps, ont été ensemble dans un grand empire nommé l'Empire russe de Kiev. Et cet Empire russe de Kiev regroupait la population russe. Et la population russe à ces temps était la population de l'actuelle Russie, mais aussi de l'actuelle Ukraine. Donc les deux pays formaient un seul grand empire nommé l'Empire russe de Kiev. Et la capitale était Kiev, l'actuelle capitale de l'Ukraine. Cela montre que les deux pays formaient le même peuple, la même population. Et d'ailleurs, les Russes actuellement s'identifient dans l'Ukraine actuelle. Et ils disent que l'Ukraine constitue le berceau de la population russe. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre que l'Ukraine signifie pour la Russie ce que la Gaule signifie pour la France. C'est la source de l'origine. Maintenant, on peut dire que c'est peut-être du 9e au 14e siècle. Maintenant, il y aura peut-être une séparation, une indépendance de l'Ukraine dans l'Empire russe en 1917. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1917? En 1917, c'est presque la fin de la Première Guerre mondiale. 1914, 1918. La Russie a plusieurs faiblesses internes, des crises internes. On parle même dans l'histoire de la révolution russe. Donc l'Ukraine en a profité pour prendre son indépendance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura une séparation entre Russes et Ukraine. Ça remonte très longtemps. De très longtemps. Ensuite, dès 1922, l'Ukraine revient faire partie de l'URSS. Ouais, donc il y a une séparation en 2017, mais aussi il y a une union en 2022. 2022, donc les deux pays vont se donner main dans la main pour former l'URSS. Donc l'Ukraine va intégrer l'URSS en 1922, donc quelques années après son indépendance. Ces deux pays vont cheminer ensemble, vont traverser ensemble la crise des années 30. Et c'est important de signaler ça. Pourquoi? Parce que la crise des années 30 est une crise qui a déstabilisé l'économie mondiale, commençant en Amérique, mais aussi l'économie européenne dans son ensemble. Et le seul pays qui n'a pas été touché par la crise, c'était l'URSS. Donc le modèle russe. Et le modèle russe était vu presque dans plusieurs pays d'Europe comme l'exemple, le modèle à prendre. Pourquoi? Parce que c'est le seul modèle qui a échappé à la crise des années 30. Donc il était basé sur quoi pour qu'il échappe à cette crise? C'est le communisme et le socialisme. Alors que la crise des années 30 a touché presque tous les pays capitalistes, de manière générale.
ces deux pays vont se mettre ensemble. Maintenant, il y aura un changement dans le climat mondial, dans la carte politique mondiale, dès même, je peux dire, les années 1934. Parce qu'en Allemagne, Hitler va revenir au pouvoir, avec ses projets, bien sûr. Et Hitler va voir les accords de Versailles comme une injustice contre son pays. L'Allemagne doit rembourser tout ce qui a été détruit, l'Allemagne ne doit pas avoir une armée, l'Allemagne doit perdre ses colonies. Donc pour Hitler, c'était incompréhensible. C'était la plus grande injustice infligée en zone. Et c'était à lui de non seulement relever le défi économique, mais aussi de réparer l'injustice. Et en réparant l'injustice, tout le monde comprend qu'il a pu envahir plusieurs pays, dont la Pologne, et la France ne pouvait pas attendre et va déclarer la guerre à l'Allemagne. Et la Seconde Guerre mondiale va commencer de 1939 à 1945. Et cette guerre, il est bien de le signaler, opposait deux camps, l'Axe et les Alliés, on peut dire. D'un côté, donc, nous avions l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Et de l'autre côté, on a la France, l'Angleterre, l'URSS et plus tard les États-Unis. Donc, dans un seul bloc, la France, l'Angleterre, l'URSS, ça veut dire la Russie, l'Ukraine et les pays membres, et les États-Unis se battaient contre l'Allemagne et ses alliés. Donc les deux pays ensemble formaient l'URSS et se battaient contre les autres pays d'Europe, on peut dire, en grande partie. Et c'est leurs camps qui vont prendre la victoire. Les alliés vont prendre la victoire sur l'Allemagne en 1947. Donc, les victorieux sont, comme je l'ai précisé, la France, l'Angleterre, l'URSS et les États-Unis. C'était ensemble de 1939 à 1947. Maintenant, 2 ans après la Première Guerre mondiale, ça veut dire en 1947, il y aura une séparation entre les victorieux de la Seconde Guerre mondiale. J'avais cité 4 pays victorieux. Les 3 vont former un bloc, ce qu'on nommera le bloc de l'Ouest, et l'URSS va former le bloc de l'Est. C'est le début de la guerre froide. Et d'ailleurs, on parlera de la séparation et même d'un rideau de fer placé dans le monde. Donc en 1947, on assiste à une séparation du monde en 2 camps, je vais dire. L'Occident et l'Orient. L'URSS d'un côté, la France, l'Angleterre et les États-Unis d'un autre côté. Donc quand on parle de l'URSS, on parle de la Russie et de l'Ukraine et de leurs alliés. Ça veut dire la Russie, l'Ukraine et les alliés se battaient contre la France, l'Angleterre et les États-Unis qui décidaient aujourd'hui. Maintenant, de cela, juste pour le temps, pourquoi cette appellation de guerre froide? Parce qu'on a guerre, mais c'est 2 termes qui ne peuvent pas aller ensemble. Mais pourquoi la guerre froide? C'est la question que plusieurs personnes se posent. Comment une guerre peut être froide? Bon, elle est froide dans la mesure où les 2 pays concernés, les 2 camps concernés, ne se sont jamais affrontés de manière nette du début à la fin. Ils se battaient par pays interposés. Par exemple, ils peuvent venir dans un pays, par exemple, on prend l'exemple de la Corée. Les Occidentaux vont soutenir la Corée du Sud et maintenant l'URSS va soutenir la Corée du Nord. Et les 2 Corées, la population coréenne, vont se faire la guerre grâce à l'appui, à l'aide du bloc de l'Est, soit du bloc de l'Est. Et ça s'est passé comme ça durant toute la guerre. Pourquoi on l'appelle guerre froide? Très bien. Donc on va revenir sur l'URSS et ses alliés. Voilà. Donc ici on est en 1947. Donc il y a séparation, c'est consommé et tout le monde, tous les pays du monde assistent à ce fait qu'il y ait séparation du monde en 2 parties. Bon, je vais dire 3 parties plus tard. Pourquoi? En tout cas, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et les neutres, on peut dire. Donc, les pays du tiers-monde. En 1950, de manière générale. En 1954, Staline est décédé. Quand on parle de Staline, c'était le président de l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1954. Donc en 1954, et bien avant même la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il décède en 1954. Et il sera remplacé par Khrouchtchev. Et quand Khrouchtchev a pris le pouvoir, lors d'une fête d'indépendance de l'Ukraine, il va octroyer à l'Ukraine 3 territoires appartenant à la Russie.
1954. La Crimée, ce qu'on appelle la Donbass, c'est, comment dirais, Donetsk et Luhansk. Les trois là appartenaient, ces trois territoires, trois villes appartenaient à la Russie, et le président russe de cette époque va offrir ça à l'Ukraine. Mais à cette époque, c'était pas grave, on peut dire. Pourquoi? Parce que ce sont deux alliés qui se font des cadeaux. Donc, de toute façon, même si la Russie offre à l'Ukraine ces trois territoires resteront aussi dans l'URSS, dans le cadre de l'URSS. Donc il n'y avait pas une séparation notable en fait. Donc voilà la situation jusqu'en 1954. Deux amis qui partagent le même camp, qui luttent ensemble, qui se fixent des objectifs ensemble. En 1962-63, il est bien de le signaler, dans une pleine guerre froide, il y aura ce qu'on appelle la crise des fusées de Cuba. Qu'est-ce que la crise des fusées de Cuba? La Russie, l'URSS, va installer des missiles en Cuba, en Amérique, donc à la frontière américaine, en direction de l'Amérique. Vous voyez? Maintenant, les Américains de cette époque, Kennedy, le président de cette époque, va voir ça comme une agression. Il ne pouvait pas accepter en aucun cas que ses ennemis, l'URSS, les communistes, puissent installer des armes en direction de son pays, du moins même à sa frontière, à ses frontières, la frontière. Ça a même failli déclencher une troisième guerre mondiale, tout le monde le connaît. Maintenant, mais à ce temps-là, est-ce que le Cuba était un pays indépendant? Bon, oui, il y avait Fidel Castro qui avait nationalisé le pays. Maintenant, il voulait, comme, je vais dire, installer le régime communiste dans le pays. Et les États-Unis ne pouvaient accepter en aucun cas que le communisme soit à ses frontières. On fait qu'il combat de l'Amérique à l'Europe, voilà, qui va, je vais dire, se signaler au niveau de ses frontières. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Donc ça a failli créer une troisième guerre mondiale. Heureusement que les Russes ont accepté de retirer leur missile. Mais en échange, les États-Unis ne peuvent pas mettre en place un tel fait au niveau des frontières russes. Donc on ne peut pas combattre les choses, voilà, mais ce n'est pas sur papier, mais peut-être verbal, on peut dire. De toute façon, si tu n'aimes pas que je frappe ton fils, toi aussi tu n'as pas à frapper mon fils, c'est un peu ça. Donc tu ne peux pas que j'installes des armements à tes frontières. Donc en aucun cas, je n'accepterai jamais aussi que tu installes des missiles, c'est à mes frontières. Donc en 1963, voilà comment étaient les relations entre les deux pays. Entre l'URSS, la Russie et l'Ukraine étaient dans le même camp et combattaient les États-Unis et la France et l'Angleterre dans un contexte de guerre froide. En 1991, avec des réformes économiques, une crise économique installée par le président Gorbatchev, l'URSS va s'éclater. Pourquoi? Parce que l'URSS n'avait plus les moyens, les capacités financières pour rivaliser avec l'Amérique. Donc c'était trop lourd, le budget était trop lourd. Donc tous les pays de l'URSS vont prendre leur indépendance. Donc ça veut dire quoi? Que la Russie va prendre son indépendance d'un côté et l'Ukraine aussi va prendre son indépendance de l'autre côté. Donc on assistera à une séparation des deux pays à partir de 1991. Aussi il faut signaler un autre fait. À partir de cette époque, durant toute la guerre froide, l'Allemagne était divisée en deux parties, la EFA et la RDA. Une partie appartenant aux États-Unis et une autre partie appartenant à l'URSS. Maintenant, au moment où on a voulu regrouper les deux Allemagnes, il fallait négocier avec les Russes pour qu'ils libèrent leur partie de l'Allemagne. En négociant, on a promis au président de l'époque, excusez-moi, que l'OTAN n'avancera de l'Est d'un pouce. C'est-à-dire que l'OTAN ne va jamais occuper un pays de l'Est. C'était, je pense, Gorbatchev ou Gorbatchev. C'était Gorbatchev. Donc l'OTAN n'avancera. Et le président de l'Amérique à cette époque, c'était Bush père. Donc l'OTAN n'avancera d'un pouce vers l'Est. Donc en aucun cas, l'OTAN, excusez-moi, ne pouvait pas occuper un pays de l'Est. C'était inadmissible et c'était promis. Bon, l'erreur que Gorbatchev a fait, ce n'est pas d'exiger qu'on l'écrit. Mais bon, c'est contenté seulement des promesses d'un politicien, donc d'un président de la République. Mais est-ce que ça, c'est pas absurde, d'autant plus que les pays sont indépendants aujourd'hui
Et il y a aussi aujourd'hui la mondialisation, les pays sont beaucoup plus indépendants. Est-ce que pourquoi cette pression pour que les pays ou l'OTAN ne fassent pas un iota dans les pays de l'Est? Non, à cette époque, Oui. on vient juste de sortir d'une guerre froide. L'idéologie communiste et capitaliste est toujours mise à jour, même si la Russie, l'URSS ne pouvait plus continuer la rivalité. Mais quand même, il était de leurs intérêts de préserver leur indépendance, leur souveraineté, donc leur front. Cela, il fallait s'assurer que l'OTAN n'avance pas vers l'Est. Pourquoi? Et d'ailleurs, on peut analyser le contexte de création de l'OTAN. Attention, l'OTAN a été créée par la France, l'Angleterre et les États-Unis dans le but de protéger les pays européens contre l'avance des Russes. Donc, ouais. Et par réponse même, en 1955, les Russes vont mettre en place le pacte de Varsovie. Tout contre l'OTAN. Donc, l'OTAN a été créée dans des conditions politiques, purement politiques, pour endiguer, voire même arrêter l'avancée du communisme vers les pays de l'Europe, les pays de l'Occident. Donc, même si on n'a plus de force, même si l'URSS s'éclate, mais il faut s'assurer que l'Occident, ou bien l'esprit capitaliste, ne puisse pas entériner et prendre les pays de l'Est, donc les anciens pays de l'Union soviétique. Mais jusque-là, vous avez même constaté qu'on parle d'union, de mariage, d'entente, d'amitié entre l'URSS et l'Ukraine. Donc jusqu'en 1991, il n'y a aucun problème. Mais les problèmes vont démarrer en 2004. En 2004, qu'est-ce qui se passe? En Ukraine, on organise des élections présidentielles opposant deux candidats. Tous les candidats se nomment Victor. L'un est pro-russe et l'un est pro-européen. Le candidat pro-russe gagne les élections. Le candidat pro-russe gagne les élections de 2004. Les populations vont sortir, se manifester, disant que les élections ont été truquées. La Cour suprême va revenir, annuler les résultats et organiser un nouveau scrutin. Le scrutin dans lequel le candidat pro-européen va prendre le pouvoir. Et ceci va susciter un sentiment de mécontentement du côté de Poutine, le président de la Russie. Oui, parce que Poutine était déjà présent vers la fin, en décembre 1999, donc vers les années 2000. Il était déjà président de la République. Donc ça va susciter un sentiment de mécontentement avec Poutine. Et quand on parle de pro-russe et pro-européen, pro-russe, c'est quelqu'un qui voit l'Ukraine dans la Russie. Et pro-européen, c'est quelqu'un qui voit l'Ukraine en l'Union européenne, donc en Europe, en Occident, en fait. Et dans l'OTAN et dans l'Union européenne, en fait. Donc ça ne pouvait pas plaire à monsieur le président Poutine, le président de l'époque. Donc c'était ça. En 2010, le président je vais dire, à qui avait vu ses résultats, je vais dire, annulés, va reprendre le produit en 2010. Mais il avait trouvé que son prédécesseur avait commencé à entamer des relations, à mettre en place des accords avec les Européens. Il a tout annulé. Et il s'est retourné vers Poutine, vers la Russie. En 2013, il signe des accords de partenariat économique avec Poutine, qui s'élève à plus de 15 milliards de dollars et une réduction du prix de gaz à d'un tiers. C'est bénéfique pour le pays. Vous voyez. Mais cela va être vu par les pro-européens d'une autre façon. Ils vont créer des manifestations. Et on assistera à ce qu'on appelle les manifestations d'Euromaïdan. Anti-russe, un sentiment anti-russe va se développer. Les populations vont sortir, manifester, et il y aura des tensions entre les forces d'ordre et la population, faisant plusieurs morts. Et le président a été obligé de démissionner. En Ukraine. Et cette démission du président pro-russe va être vue par les pro-russes ukrainiens comme un coup d'État. Et dès 2014, plusieurs villes qui appartenaient à la Russie d'abord et qui vont voir la signature de plusieurs accords interdisant même, je vais dire, l'utilisation de la langue russe dans certaines
je vais dire, certaines instances du pays, cela va le frustrer. Ils ne se voient plus dans l'Ukraine, mais ils vont se voir dans la Russie et veulent prendre l'indépendance. C'est le cas de la Crimée, je pense. La Crimée, ce qu'on appelle la Donbass dans son ensemble, Donetsk et le Luhansk. Tous ces États vont demander leur indépendance. Ils ne se voient plus ukrainiens, mais ils se voient russes. Pourquoi? Parce que dans ces territoires, 99% de la population parle russe, sont des Russes. Et n'oublions pas ça. Ces territoires ont été offerts par Khrouchtchev à l'Ukraine en 1905. Donc ils ne se voient plus moins russes. Ils veulent prendre leur indépendance. Ils vont être soutenus par Poutine. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dans la Crimée, c'est que le gouvernement russe va venir organiser un référendum dans la Crimée. Si vous voulez prendre votre indépendance et venir faire part de la Russie, oui, et si vous ne voulez pas, peut-être non. Et le oui là, je vais dire, l'emporté de plus de 90%, pour ne pas dire 100%. Et il a réussi, Poutine, à intégrer la Crimée dans la Russie en 2018. Il a réussi. Maintenant, cette intégration de la Crimée dans la Russie va pousser la Donbass à se révolter et à aussi prendre l'indépendance. Et dès 2014-2015, Donetsk va se proclamer république à l'intérieur de la Russie et sera suivi par la Russie. Maintenant, le président ukrainien va leur déclarer la guerre, faisant même plus de 14 000 morts. Et maintenant, cette guerre sera vue par Poutine comme un génocide contre une population russe, des civils. Et devant cet effet, le président Zelensky va venir au pouvoir. Et lui, il va manifester ouvertement sa position. L'Ukraine va adhérer dans l'OTAN. Un fait que ne pouvez pas digérer, ne pouvez jamais accepter le président Poutine. Mais est-ce qu'il a le droit d'intégrer l'OTAN ou bien? En tant que pays souverain. Oui, en tant que pays souverain. Mais n'oublions pas, en 1962-63, les Américains n'ont pas voulu que les Russes installent des missiles en direction de leur pays, donc sous leurs frontières. Deuxièmement, en 1991, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a promis à Gorbatchev? Que l'OTAN n'avancera qu'à d'un pouce vers l'Est. C'est-à-dire que l'OTAN ne va jamais occuper un pays de l'Est. Et qu'est-ce qu'on constate? Entre 2004 et 2009, plus de 6 pays, pour ne pas dire plus, ont déjà intégré l'OTAN vers l'Est. Plus de 9 pays ont déjà intégré l'Union européenne. Il ne restait que 2 pays au niveau de la frontière russe, 2 pays, la Géorgie et l'Ukraine. 2. Et maintenant, si la Géorgie ou l'Ukraine intègrent l'OTAN, ça veut dire que ça donnera la possibilité aux Américains d'installer des armes, de faire venir leurs armées, d'avoir une base militaire aux frontières de la Russie. Et ceci est vu par Poutine comme une agression. Il n'y a plus de sécurité. S'il était à quelques kilomètres de chez moi, maintenant ils ont à 5 mètres ou 2 mètres de chez moi, peut-être demain ils vont entrer chez moi en fait. Pour plus se rassurer, on a pu même faire des rencontres entre l'Allemagne, la France et la Russie. Et les conditions de Poutine étaient claires. Que l'OTAN n'avance plus vers l'Est. Et que l'OTAN qui a même installé quelques de ses bases militaires en disant qu'ils vont faire des essais au niveau de l'Est et je vais assurer la sécurité des pays d'Occident, qui retire ses bases militaires de l'Est. Et maintenant, ils n'ont pas accepté. Disant que l'Ukraine est un pays souverain et s'il entend intégrer l'OTAN, ils peuvent le faire. Et Poutine n'a rien à dire sur cette décision du président Zelensky. Très bien. Donc, il ne pouvait plus attendre, on peut dire. Très bien. Donc, par rapport à votre analyse qui est vraiment pertinente, donc vous avez dit récemment qu'il y avait 9 pays ou bien au moins 6 pays qui ont intégré l'OTAN, qui étaient à l'Est. Donc, moi, je pense que, que ce sont des intérêts économiques, ce sont des problèmes économiques plus que militaires ou bien de sécurité. Et donc, vous ne voyez pas que ces pays-là, ce sont des pays qui sont très pauvres et ils se voient se développer quand ils vont entrer dans l'OTAN avec l'aide économique ou bien financière des États-Unis et de la France. Raison pour laquelle ils veulent prendre leur indépendance ou bien entrer dans l'OTAN. Bon, je pense qu'il faut faire une différence entre
Union européenne et autres. L'Union européenne, c'est une union économique. Mais l'OTAN, c'est un cadre militaire de défense. Vous voyez? Donc, si un de ces pays-là devient membre de l'OTAN, ça permettra aux Européens, à l'Amérique, en tout cas à tous les pays membres de l'OTAN, d'installer des armements, voire même une armée, une base militaire dans ces pays-là. Et cela s'approche de plus en plus de la Russie et ce n'est plus sûr d'attendre jusqu'à ce que ça arrive à mes frontières. Je contre-attaque. Et quand il a voulu attaquer, il a dit qu'il va libérer les États indépendantistes, c'est-à-dire la Luhansk, la Donbass. Il intervient en Russie, en Ukraine pour libérer ces pays-là, mais pas pour contrecarrer ou attaquer les autres. C'était ça. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a un génocide qui est dans le pays, les civils sont tués, il fallait qu'il intervienne. Donc, très bien. Donc, juste dans ce cadre, est-ce que si on laisse passer cette guerre et la Russie va prendre la victoire, est-ce qu'il ne serait pas, je pense que développer cette même guerre aux autres pays, ou faire une nouvelle satellisation des pays de l'Est? Maintenant, développer cette guerre, je vais dire, n'arrange aucun pays. Ça n'arrange ni la Russie, ni les pays de l'Europe, ni les pays occidentaux dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'une guerre, c'est une destruction de l'âme. Et on est à un niveau où chaque pays a un armement extrêmement lourd. On parle de la guerre du nucléaire. Chaque pays a des bombes atomiques, bombes nucléaires. Récemment, il n'y a même pas 2 jours, on parle de Satan 1 et de Satan 2. Donc, tout pays qui attaque l'autre et que l'autre riposte se verra vraiment anéanti. Et on ne parlera pas seulement de perte humaine, mais de perte économique, destruction de villes et de tout. Donc, et deuxièmement, il y a un très grand enjeu économique envers la Russie dans les pays européens. Pourquoi? Parce que la Russie est un pays extrêmement riche en énergie. 99% actuellement de gaz consommé en Ukraine vient de la Russie. Et plus de 40% de gaz consommé en Europe vient de la Russie. Ouais. Donc la Russie est aussi un partenaire économique. Très important. La Russie est aussi amie, alliée depuis très longtemps de la Chine. La Russie est aussi alliée récemment de la Corée. Voyons un petit peu. Donc peut-être une guerre entre Europe et Russie pourrait être internationale, pourrait concerner les alliés de la Russie, c'est-à-dire les plus grands qu'on connaît bien, la Chine et peut-être la Corée. Donc, très bien, je ne dirais pas une guerre totale, mais une nouvelle stérilisation de la Russie par rapport aux pays de l'Est, à savoir l'Ukraine, la Géorgie, les pays de l'Est en tout cas. Oui. Si la Russie parvient à occuper l'Ukraine, oui, ça sera, je veux dire, c'est au moins de s'assurer que les Occidentaux ne vont pas s'approcher de ces frontières. Au moins c'est un moyen. Et c'est aussi un moyen de contrôler la mer Noire. Et la mer Noire est extrêmement importante du point de vue commercial. Pourquoi? Parce qu'en hiver, la Russie, du point de vue occidental, ne peut plus faire ses relations commerciales. Pourquoi? Parce que l'océan, je veux dire la mer, est formé de glace, parce qu'on parle d'hiver. Mais pour se déplacer, bon, il serait impossible pour ces navires de se déplacer. Donc le moyen le plus simple, c'est de passer par le côté est, carrément vers la mer Noire, où il y a toujours l'eau à l'état liquide, pour pouvoir se déplacer et faire le commerce international. Donc c'est aussi un moyen stratégique d'occuper cet espace-là. Très bien. Donc on a vu le temps, je pense qu'il nous reste un peu de 10 minutes. Donc juste pour parler de l'Afrique dans tout cela, parce que récemment on a vu que le Mali, il y a un sentiment d'indépendance par rapport des pays africains par rapport à la France. Donc on analyse ou bien on voit qu'il y a un sentiment de révolte des pays africains par rapport à la France. Et il y a certains pays africains à qui ils font appel à la Russie. Est-ce qu'on n'assiste pas à un nouveau programme de nouvel ordre mondial ou bien la Russie va s'attarder ou bien dans les pays africains? Bon, certainement, on va parler de ce point de vue-là et aborder dans le même sens que vous. Pourquoi? Parce que le projet même de nouveau ordre mondial, c'est un projet purement occidental, américain. Ce sont les Américains qui
veulent mettre en place un nouveau ordre mondial, en fait, avec leurs propres lois, leurs propres... Voyons un petit peu. En tout cas, une liberté. Liberté, non, jusqu'à où, je veux dire, un tout petit peu. Maintenant, pour l'Afrique, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le nouveau marché. Tous les pays occidentaux s'intéressent à l'Afrique. Donc l'Afrique est alliée de tout le monde. L'Afrique a des alliés européens, l'Afrique a des alliés asiatiques, et l'Afrique a des alliés américains. Donc, ouais, donc le nouveau marché convoitisé, c'est l'Afrique. Et depuis quelque temps, vous l'avez dit, avec le phénomène des bourses dans plusieurs pays, on commence à avoir un sentiment anti-France. Dans presque plusieurs pays, plusieurs anciennes colonies, actuels pays d'Afrique de l'Ouest. On peut dire la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Dans tous ces pays-là, on voit, même on peut dire que le Sénégal, même si ce n'est pas, un mouvement anti-France, non à la France, non à d'autres pays, etc., etc. Donc voilà, ça se développe de plus en plus dans ces pays. On a vu au Mali, tout proche de chez nous, que les Maliens, le gouvernement malien, a commencé à tisser des liens, des accords avec les Russes. Vous voyez. Et ceci aussi, d'un point de vue, va déranger aussi la France, je veux dire les Occidentaux de manière générale. Donc, dans ce contexte de crise, dans ce contexte de diabolisation, je vais dire, de la Russie, mais aussi dans ce contexte de rivalité entre Occidentaux et Russes, les Africains peuvent avoir à perdre ou bien à gagner. Donc ça dépend. Pourquoi pas à perdre? Pourquoi? Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est que l'Afrique aussi importe plus qu'on en exporte. D'ailleurs, même au Sénégal, il n'y a même pas 2 jours. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a peu que le prix de la farine s'augmente. Pourquoi? Parce que 40% de la farine que nous utilisons au Sénégal vient soit de l'Ukraine ou bien de la Russie. Et qu'est-ce qui nous assure qu'il n'y a pas d'autres produits qui proviennent soit de la Russie, soit des pays européens? Et s'il y a guerre entre ces deux, entre les puissances européennes et la Russie, on assistera donc à une crise économique mondiale. Et une crise économique en Europe sera une crise économique en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est ravitaillée sur plusieurs points par les puissances. Très bien, donc est-ce qu'on assiste à une nouvelle guerre froide? Ouais, c'est une continuité de la guerre froide. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas intégrer l'OTAN. L'OTAN qui a été créé dans un processus de guerre froide, on peut dire qu'on avait juste une pause de 30 ans et maintenant la guerre froide a recommencé. Très bien, monsieur. C'est vraiment un grand plaisir de vous inviter sur notre plateau Pikine TV. Et vraiment, les réponses, je pense que pour les internautes, les réponses sont bien précises et bien claires. Donc, monsieur, si, à votre dernier mot. Bon, juste vous remercier et remercier aussi les internautes qui nous ont suivis depuis le début. Et je vais dire aussi, dire que voilà, souhaiter le meilleur pour notre pays, le Sénégal, et demander aux gens aussi de faire très attention. Et de ne pas aborder dans le sens de l'ignorance, c'est-à-dire avant d'aborder dans un tel thème aussi sérieux que le problème entre la Russie et l'Ukraine, de faire des recherches et de connaître le fond du problème. Et j'ai vu récemment que l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal a dit qu'il y a au moins plus de 36 personnes qui ont voulu se battre. Je pense que ça c'est trop osé. C'est trop osé. Vraiment, c'est un problème international, c'est un problème diplomatique entre État et État. Donc les civils n'ont qu'à vraiment faire confiance au gouvernement et regarder le problème de loin. Donc, merci beaucoup, chers internautes, téléspectateurs et téléspectatrices. C'est encore un grand plaisir. Sans oublier aussi, je voulais aussi remercier tous mes élèves. J'espère qu'ils seront aussi parmi les internautes à suivre cette émission. Très bien, merci. Donc c'est encore un grand plaisir d'être là et vous présenter votre émission Connexion. Donc le mot connexion pour les gens qui sont en retard, connexion, ça rassemble tous les thèmes, que ce soit politique, économique, social ou bien environnemental. Donc de ce fait, c'est pas ces mots que je vais vous dire au revoir à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.